une gigantesque panne d'électricité a touché simultanément l'Espagne, le Portugal et le sud-ouest de la France, privant de courant plusieurs millions de personnes. L'incident, survenu dans la matinée du lundi 28 avril 2025, a provoqué de sérieuses perturbations. Des aéroports paralysés, des trains arrêtés à Lisbonne et Madrid, et des hôpitaux contraints d'annuler des opérations faute de courant. Tout s'est simplement arrêté. La cause exacte de cette interruption reste incertaine, mais la société en charge du réseau électrique portugais a avancé une hypothèse insolite, celle d'une vibration atmosphérique induite. Ce phénomène météorologique peu courant survient lorsque des variations brutales de température et de vent agissent sur les lignes à haute tension, provoquant chez elles des ondulations anormales. Ces mouvements peuvent gravement perturber l'équilibre du réseau, en déstabilisant la circulation du courant. Dans un premier temps, l'opérateur portugais RN, Redes Energética Nacional, a suggéré que ces oscillations particulières étaient responsables de la panne. Toutefois, après de nouvelles analyses, il a corrigé cette version. D'après ses dernières déclarations, la véritable origine de la panne serait un brusque changement de tension survenu dans le réseau électrique espagnol, une sorte de surtension de grande ampleur. Au moment de la coupure, le Portugal dépendait de l'électricité fournie par l'Espagne. Lorsque la surtension a frappé, les mécanismes de sécurité automatique portugais se sont enclenchés pour éviter des dégâts techniques sur les installations. Mais en agissant ainsi, ils ont entraîné une mise à l'arrêt complète du réseau, plongeant tout le pays dans l'obscurité. Lors de conditions météorologiques extrêmes en Espagne, les températures peuvent évoluer rapidement, ce qui entraîne la dilatation ou la contraction des lignes à haute tension, à la manière d'élastiques soumis à des contraintes. Cette variation affecte leur tension ainsi que leur comportement face au vent, ce qui peut à la fois compromettre leur stabilité physique et perturber le flux électrique qui les traverse, rendant le réseau instable. Certains spécialistes estiment que si ces perturbations atteignent un seuil critique, elles peuvent provoquer la rupture des lignes, engendrer des courts-circuits, voire endommager les pylônes qui les soutiennent. C'est pourquoi des systèmes de sécurité sont toujours en place. Leur rôle consiste à couper automatiquement certaines sections afin de prévenir des défaillances plus graves. Pendant la coupure, un effet domino s'est produit. L'arrêt de certains segments du réseau a fragilisé les autres, les rendant à leur tour instables. Plusieurs générateurs de grande puissance, dépassés par la situation, ont été contraints de se déconnecter. Et lorsque ces piliers énergétiques cessent brusquement de fonctionner, le réseau ne parvient plus à satisfaire la demande, créant une situation où la production ne suit plus. Cela peut précipiter de nouvelles coupures, qui se propagent rapidement. La cause initiale de la panne demeure incertaine. Certains ont évoqué la possibilité d'une cyberattaque, suggérant qu'un acteur malveillant aurait pu manipuler le système à distance. Toutefois, les autorités espagnoles ainsi que la Commission européenne ont exclu cette hypothèse, affirmant qu'aucun élément ne venait l'étayer. L'opérateur espagnol a été formel. Non, il ne s'agissait pas d'un acte de piratage informatique. L'ampleur de l'incident s'explique en partie par l'interconnexion étroite des réseaux électriques à l'échelle européenne. En temps normal, ce maillage est un avantage. Il permet aux pays de s'épauler mutuellement en cas de difficulté. Cependant, cet équilibre repose sur une coordination rigoureuse. La quantité d'électricité injectée dans le système doit en permanence correspondre à la consommation effective. Si un élément du réseau tombe en panne, cela peut déséquilibrer les sections voisines, en particulier celles qui en dépendaient. En d'autres termes, lorsqu'un incident majeur survient, il peut se propager à travers l'ensemble de ce réseau, provoquant des dysfonctionnements simultanés dans plusieurs pays, comme cela s'est produit ici. Et ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient. En 2003, une large portion de l'Italie s'est retrouvée privée d'électricité durant 12 heures, en raison d'une défaillance sur une ligne électrique reliée à la Suisse. Puis, en 2006, la surcharge des lignes, accentuée par un froid intense, a provoqué une surintensité dans le réseau allemand. Ce brusque afflux a fini par entraîner des pannes dans plusieurs régions d'Europe. Mais revenons à cette panne plus récente. Dès le mardi matin, la situation a commencé à s'améliorer. L'électricité est revenue dans la quasi-totalité de la péninsule ibérique, c'est-à-dire au Portugal et en Espagne. L'ensemble du territoire portugais était de nouveau alimenté, et 99% de l'Espagne également. À présent, les responsables cherchent à comprendre les causes exactes du dysfonctionnement, afin d'éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. Les réseaux électriques sont des merveilles d'ingénierie tant qu'ils fonctionnent. Mais lorsqu'un maillon cède, les conséquences peuvent être désastreuses. Remontons à 2012, année où l'Inde a connu l'une des pannes de courant les plus massives de l'histoire contemporaine. Ce jour-là, plus de 600 millions de personnes ont été privées d'électricité, soit l'équivalent de la moitié de la population indienne ou de l'ensemble du continent européen. Cette panne s'est déclenchée lorsque 3 vastes réseaux de distribution ont failli simultanément.
Oui, ces mêmes réseaux qui acheminent l'électricité. Lorsque leur fonctionnement est compromis, l'obscurité s'abat partout et c'est l'ensemble du tissu urbain qui est paralysé. Les trains sont ainsi restés à l'arrêt, les pompes hydrauliques ont cessé de fonctionner. Les feux de signalisation se sont éteints, plongeant les villes dans le chaos. À Delhi, la capitale, le métro s'est arrêté, forçant l'évacuation des passagers. Sans feu de circulation, les routes se sont transformées en interminables embouteillages. Cette gigantesque panne a affecté 20 des 28 États de l'Inde, parmi lesquels de vastes régions comme le Pendjab, le Haryana, l'Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Bengale occidental. Dans ce dernier, près de 200 mineurs sont restés piégés sous terre, les ascenseurs ayant cessé de fonctionner. Par chance, tous ont pu être secourus sans encombre. Les techniciens ont œuvré toute la nuit pour rétablir la situation, et dès le lendemain, l'électricité était restaurée sur l'ensemble des 3 réseaux. En Inde, les coupures de courant de faible intensité sont fréquentes, notamment dans les zones urbaines. Cela tient à une production insuffisante et à l'ancienneté du matériel électrique. Mais un effondrement complet du réseau reste exceptionnel. Avant celui-ci, un tel événement ne s'était produit qu'en 2001, dans le nord du pays. Lorsqu'en 2012, 3 réseaux ont dysfonctionné simultanément, cela a marqué les esprits. Le pays s'est retrouvé paralysé, révélant l'état critique du système. Des pannes comparables se sont également produites en Europe. En 2006, un enchaînement inattendu d'événements a débuté en Allemagne, où un brusque refroidissement a poussé de nombreuses familles du nord du pays à allumer leur système de chauffage en même temps, par un samedi soir glacial. Cette soudaine augmentation de la consommation a mis le réseau sous tension extrême. Pire encore, un câble électrique d'importance avait été mis hors service temporairement pour permettre le passage d'un navire, une coïncidence fâcheuse. Le réseau surchargé n'a pas tenu et a commencé à se désintégrer. L'ouest de l'Allemagne a été touché en premier, avant que les problèmes ne gagnent la France, où même EDF, le principal fournisseur de l'époque, n'est pas parvenu à suivre. Très vite, l'alimentation a été interrompue à Paris, dans sa périphérie et dans plusieurs autres régions. Puis la panne s'est propagée à l'Italie, à l'Espagne, à la Belgique, jusqu'au Maroc. Des millions de foyers ont été privés d'électricité. Rien qu'en France, on estime à près de 5 millions le nombre de personnes plongées dans le noir. Le trafic ferroviaire a été interrompu et les pompiers ont été submergés par les appels de personnes coincées dans des ascenseurs. Un responsable a déclaré que l'ensemble du système s'effondrait progressivement, à l'image d'un château de cartes. Les pays se succédaient pour soutirer de l'électricité à la France, ce qui ne faisait qu'aggraver la crise. Pour éviter une coupure généralisée en Europe, il fallut suspendre volontairement l'alimentation électrique dans certaines zones. En Italie, le courant fut interrompu au nord comme au sud, notamment au Piémont, en Ligurie et dans les Pouilles. Le pays, souvent tributaire d'importations pour couvrir ses besoins en électricité, a été particulièrement affecté. Quelques années auparavant déjà, en 2003, la majeure partie de l'Italie avait connu une vaste panne. La Belgique rencontra ses propres difficultés, tandis que l'Espagne subit des coupures dans plusieurs grandes villes, Madrid, Barcelone, Saragosse et certaines zones d'Andalousie. Même les trains, y compris les lignes à grande vitesse, durent être arrêtés à certains endroits. Tout cela fut causé par une demande excessive d'électricité, à laquelle le réseau européen ne pouvait répondre. Par la suite, les spécialistes soulignèrent combien l'Europe devait moderniser ses vieilles infrastructures pour éviter que cela ne se reproduise. Il est 22 heures. Tu as soudain faim et tu te diriges vers le réfrigérateur. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Tu décides alors de te rendre au supermarché le plus proche. Tu y trouves l'Anka que tu voulais et tu payes par carte. Sur le chemin du retour, tu te demandes s'il était aussi facile de se procurer de la nourriture en ville il y a un siècle. L'une des lampes de rue vacille et s'éteint. Tu es dans l'obscurité totale. Tu as peur. Tu comprends maintenant ce que les gens ressentaient après le coucher du soleil, à l'époque où l'électricité n'existait pas encore. Nous sommes tellement habitués à l'électricité que nous oublions qu'elle existe depuis moins d'un siècle. En 1925, seulement la moitié de l'ensemble des foyers américains avaient l'électricité. Sans elle, rien ne serait possible aujourd'hui. La lumière dans ta chambre, le réfrigérateur, les enseignes des magasins et les cartes de crédit, tout cela a besoin d'électricité pour fonctionner. Alors, comment les gens vivaient-ils sans courant électrique? Nos villes étaient-elles plongées dans l'obscurité totale? Pas tout à fait. L'histoire de l'éclairage de nos maisons et de nos rues remonte à des milliers d'années. Récemment, en 2022, des archéologues ont découvert la plus ancienne lampe à huile intacte. Ils ont estimé son âge à 2300 ans. Il existe des preuves de l'existence d'ateliers qui produisaient ces lampes à grande échelle. Des scientifiques italiens ont découvert des lampes similaires à Modène.
Cette ville était le centre de production de lampes à huile de l'Empire romain. Les ateliers étaient si nombreux qu'ils avaient même des marques différentes. Certaines d'entre elles étant très demandées, elles ont été copiées par d'autres fabricants. Et nous, qui pensions que les contrefaçons étaient un problème moderne. Ces lampes à huile étaient de conception simple. Les lampes haut de gamme étaient fabriquées en bronze et autres métaux. Mais le matériau le plus courant était l'argile. Les gens versaient de l'huile par le trou central et brûlaient ensuite une mèche à l'intérieur de la zone du bec. La mèche était le plus souvent en lin. Mais les lampes à huile étaient de petite taille et utilisées à l'intérieur. Il n'était pas possible d'éclairer une rue entière avec ces lampes. L'alternative était, tu l'as deviné, les bougies. L'homme utilise encore des bougies aujourd'hui. Ta grand-mère a probablement une bougie et une boîte d'allumettes cachée dans un tiroir quelque part, au cas où il y aurait une panne de courant. L'homme fabrique des bougies depuis 5000 ans. Quand on pense à une bougie, on pense à la cire d'abeille. Mais l'éventail des matériaux utilisés pour en confectionner est assez large. Au Moyen-Âge, seuls les riches pouvaient s'offrir des bougies en cire d'abeille. Le reste de la population devait se contenter de celles de suif. Selon les normes modernes, les bougies ont un très mauvais rendement énergétique. Te souviens-tu de la première fois que tu as vu une bougie et que tu as essayé de la toucher? Tu n'as plus jamais été tenté de le faire, n'est-ce pas? Les bougies consomment beaucoup d'énergie pour produire de la chaleur. C'est pourquoi elles sont loin d'être des sources de lumière idéales. Et la lumière qu'elles émettent n'est pas celle dont nous avons besoin. Il s'agit d'infrarouge. L'homme ne peut pas voir ce type de lumière. Les chiffres sont stupéfiants. Seul 1% de la lumière des bougies est visible pour l'homme. Les ampoules modernes sont beaucoup plus efficaces. Elles brillent 80 fois plus que les bougies. Et dans ces conditions, nos ancêtres ont dû faire preuve d'imagination. Par exemple, ils recouvraient les œuvres d'art d'une fine couche d'or. Cette technique s'appelait la feuille d'or. Les artistes ne faisaient pas cela pour donner à leurs œuvres un aspect luxueux. Ils voulaient que leurs peintures brillent à la lumière des bougies. Et ils avaient un autre allié dans la lutte contre l'obscurité, la lumière naturelle. T'es-tu déjà demandé pourquoi les vieilles églises ont des fenêtres hautes et allongées? Leur principale fonction était de laisser entrer la lumière du soleil à l'intérieur. Après tout, ces structures étaient immenses. Il n'y avait pas d'autre moyen de les éclairer. Prenons l'exemple de Notre-Dame, Paris, France. Elle couvre une surface 4 fois plus grande qu'une patinoire de hockey. Et le bâtiment mesurait 64 mètres de haut. C'est à peu près la moitié de la hauteur de la grande pyramide de Gizeh. Il était donc logique de construire de grandes fenêtres. Dans les maisons, les miroirs avaient le même effet que les fenêtres. Ils reflétaient à la lumière naturelle autour de la maison. Avant l'arrivée de l'électricité, nos maisons étaient remplies de miroirs. Et combien en avons-nous aujourd'hui? Un dans la salle de bain? Et peut-être un dans l'entrée? C'est parce que nous n'avons plus besoin de ces miroirs pour refléter la lumière. Ils ont tous été remplacés par un simple interrupteur. Aujourd'hui, les architectes d'intérieur conseillent aux gens de retirer les miroirs de leur chambre à coucher pour mieux dormir. C'est un sacré retournement de situation. Mais qu'en est-il des bâtiments que les gens visitent la nuit, tels que les théâtres et les opéras? La solution était étonnamment basique. On utilisait des bougies, des milliers de bougies. Les constructeurs les montaient sur de grands lustres. Mais il y avait un problème. Toutes ces bougies dégageaient de la chaleur et ne brûlaient qu'un maximum d'1 heure. Les dramaturges et les compositeurs devaient ajouter des pauses pour que le personnel ait le temps de remplacer les bougies. As-tu déjà brisé une ampoule par accident? Ce n'est pas une expérience agréable. Mais heureusement, tu peux nettoyer le verre avec un balai en quelques secondes. Avant l'électricité, une telle maladresse coûtait la vie aux gens. En renversant une bougie, on pouvait déclencher un grave incendie. Et il y avait un autre danger. Les dames portaient de longues robes qui présentaient un risque d'incendie aussi. Nos ancêtres jouaient littéralement avec le feu. Tout ceci se déroulait à l'intérieur. À l'extérieur de la maison, il fallait porter une torche enflammée ou espérer que le ciel ne soit pas nuageux pour naviguer à la lumière de la lune. Un Américain intelligent a décidé de ne pas sortir du tout la nuit. Benjamin Franklin se couchait à 22 heures et se levait à 5 heures du matin. Mais à Londres, sortir la nuit a créé une nouvelle activité. Les Link Boys portèrent des torches pour les Victoriens. Ces jeunes attendaient à l'extérieur des auberges que les clients sortent à la tombée de la nuit et leur offraient leurs services. Ils faisaient leur travail même en tas de brouillard épais. Voilà de quoi a l'air le climat en Angleterre. Avant l'arrivée de l'électricité, il était dangereux de sortir après le coucher du soleil. Mais cela a changé en 1807.
Un ingénieur allemand, Frederick Windsor, a éclairé une rue de Londres à l'aide de lampes à gaz. Il est devenu enfin possible de sortir la nuit et de se sentir en sécurité. Mais ces lampes à gaz n'étaient pas faciles à utiliser. Au crépuscule, l'allumeur de réverbères devait en quelque sorte se munir d'une torche pour les allumer. Puis, à l'aube, il devait faire un nouveau tour pour éteindre les flammes. Cela ressemblait à une bonne séance de cardio. Et c'était le cas. Pendant toute sa carrière, un allumeur de réverbères pouvait facilement parcourir 241 000 km au total. Puis l'électricité a fait son apparition. Dans les années 1870, Thomas Edison a été le premier à produire des ampoules commerciales. Une ville de l'ouest de la Roumanie est devenue le premier endroit en Europe à avoir des lampadaires électriques. La moitié des foyers britanniques ont été alimentés en électricité à la fin des années 1930. L'ère de l'électricité avait commencé, mais il y avait encore des progrès à faire. À l'époque, le type d'ampoule le plus courant était l'ampoule incandescente. C'est celle qui contient un filament qui produit de la lumière lorsqu'il est chauffé par l'énergie électrique. Ce type d'ampoule est similaire à une bougie. Elle produit de la chaleur plutôt que de la lumière. Et le ratio t'étonnera. 95% de l'électricité qui traverse l'ampoule est convertie en chaleur. Oui, tu as bien entendu. Seuls 5% de l'énergie sont utilisés pour créer de la lumière. Malgré cela, l'énergie électrique a changé notre façon de vivre. En l'an 1800, seuls 2% de la population mondiale vivait dans des villes. Et il y a une bonne raison à cela. Les villes étaient des endroits sombres, éclairés uniquement par des bougies et des lampes à huile. Il n'y avait pas d'éclairage public. Après l'avènement de l'électricité, les chiffres ont changé. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population mondiale, 56%, vit aujourd'hui dans des villes. Et nos établissements urbains sont bien différents de ceux qu'ils étaient il y a seulement un siècle et demi. Nos villes brillent aujourd'hui sur les images satellites. Depuis l'espace, Las Vegas est la ville qui brille le plus la nuit. Mais l'histoire de l'illumination est loin d'être terminée. En 2006, la ville d'Ann Arbor, Michigan, États-Unis, a été la première agglomération à utiliser des LED pour l'éclairage public. Il s'agit de diodes électroluminescentes. Ce nouveau type d'éclairage consomme au moins 75% d'énergie en moins que l'ampoule mise au point par Edison dans les années 1800. Ces ampoules durent également plus longtemps, jusqu'à 25 fois.